Alors je sais que Chantal brûle de répondre à ces petites provocations qui ont été présentées comme telles. Donc 2 minutes et puis après on passe à une autre question. Non, Christian, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Simplement, tu as dit énormément de choses et elles ne sont pas forcément toutes à mettre sur le même registre. Une politique de lutte contre la délinquance financière organisée, et j'inclus la fraude fiscale évidemment dans cette définition, passe par un triptyque qui est la prévention, la répression, et puis il y a aussi l'aide et la réparation des victimes, c'est le cas lorsqu'il y a de la corruption. Donc la prévention, aujourd'hui, on a fait le choix à l'échelle internationale de la mettre à la charge des personnes assujetties au dispositif. Donc c'est elles qui payent, c'est nous avec nos impôts, pas avec nos impôts, avec les commissions, les frais de fonctionnement des comptes bancaires, hein, évidemment. Donc, mais ce sont les établissements financiers qui dépensent de l'argent pour mettre en place ces dispositifs préventifs. Moi, ça ne me choque pas, je veux dire. Ce n'est pas de l'argent qu'on va leur prendre là pour aller le diriger ailleurs. Et puis après, il y a tout le volet répressif. Eh bien, sur le volet répressif, il y a quelque chose qu'il faut absolument développer, ce sont les investigations financières. Les investigations financières, parce que ce sont les seules enquêtes qui permettent de tracer les flux et de monter et de remonter non seulement jusqu'aux auteurs, mais également à leurs biens, de manière à rendre effective la saisie et la confiscation des avoirs. L'Union européenne a le souhait de développer ces investigations financières. C'est d'ailleurs avec des fonds européens qu'on a créé à Strasbourg le Collège européen des investigations financières. On forme les autorités de police, de justice, des douanes, de l'ensemble des États membres à diligenter ce type d'enquête qui seuls sont vraiment efficaces. Je voudrais donner l'exemple, peut-être que M. Carpentier pourra en parler mieux que moi, mais je peux en parler assez bien parce que j'en ai parlé avec le patron de l'OCRGDF, c'est l'opération Virus. Cette opération Virus, c'est une qui a mis en évidence non seulement un trafic de drogue, mais également un circuit de blanchiment de fraude fiscale. Et pourquoi? C'est parce qu'en même temps, on a déclenché l'enquête sur le trafic de drogue par des écoutes téléphoniques, etc. On s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient des comptes en Suisse non déclarés, qui ont participé à un schéma de blanchiment sans savoir d'ailleurs qu'ils participaient à du blanchiment de trafic de drogue. Néanmoins, lorsque vous allez sur un parking de supermarché récupérer de l'argent en liquide dans des sacs à provisions, vous ne pouvez pas ne pas savoir, lorsque vous êtes élu, lorsque vous êtes médecin, lorsque vous êtes avocat, vous ne pouvez pas ne pas savoir que c'est de l'argent illicite. Voilà, donc encore une fois, je crois qu'il ne faut pas opposer les choses, je crois qu'il faut continuer à développer les dispositifs de conformité. Je crois et là où il a parfaitement raison, c'est de dire qu'on a besoin des paradis fiscaux, on en a besoin parce que le capitalisme financier a besoin de faire circuler l'argent et que sans les paradis fiscaux, ça ne fonctionnerait pas. Et la difficulté à laquelle on se heurte, elle est là. Je fais une petite insertion avec des questions qui sont arrivées déjà de la salle, peut-être sur les moyens d'action de Tracfin, les effectifs, le nombre d'affaires traitées par an, etc. Alors, je sais que Tracfin publie des rapports très précis sur ses activités, mais peut-être rappeler un peu comment ça fonctionne. Le nombre d'affaires aussi qui sont transmises et qui aboutissent à des poursuites judiciaires. Après, j'ai une avalanche de questions sur des cas particuliers. Donc je ne pense pas qu'on pourra les aborder tous, mais il y a une question sur le fait que les services aient été saisis des dysfonctionnements de la banque UBS en 2003 et que la banque n'a été mise en examen qu'en 2012. Il y a le fait que
Tracfin a transmis à la justice des signalements concernant les achats en France de Teodorino Obiang et que le procureur de Paris n'a pas donné suite. Donc là, c'est à un autre échelon que ça se situe. J'ai les affaires concernant Roland Dumas et Patrick Roger. Et j'en avais une autre que je ne sais pas où j'ai mis, avec un nom qui m'était arrivé d'en haut. Olivier Terrondel. Excusez-moi. Voilà, donc je ne sais pas si on pourra tout traiter, mais déjà revenir sur les moyens d'action de Tracfin et sur peut-être quelques dysfonctionnements qui font partie de ceux qui ont été évoqués dans les questions. Bien. Il va falloir différer la troisième table ronde. Sur les chiffres, effectivement, je vais être relativement court parce qu'après tout, il y a des publications qui remplacent là et je pense que vous pouvez consulter assez facilement sur Internet. Notre rapport annuel d'activité va être en ligne dans quelques jours. Sur l'année 2013, pardon, on n'est pas très rapide, mais rien n'est parfait dans ce bas monde. En substance, pour évoquer quelques chiffres clés simplement, Tracfin en 2013, c'est de l'ordre de 29 000 informations, déclarations de soupçons qui ont été transmises par les établissements financiers, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, hein, mais enfin bon, ce qui est plus sensible, c'est que la croissance est quand même extrêmement nette, puisqu'on a doublé, en substance, l'activité de Tracfin a doublé en 5 ans. Quels que soient les indicateurs que l'on prend en compte. De l'ordre de 29 000 informations qui se sont traduites très concrètement par à peu près autant d'informations analysées par Tracfin et examinées, le tout ayant donné lieu au final à un peu plus de 1300 affaires. Alors attention, une information, c'est pas une affaire, hein. Il y a des informations qui s'appuient sur l'information, c'est la matière première, hein. C'est l'acier et le nickel, et derrière on construit la voiture. Donc il faut parfois soit plusieurs informations, soit une demi-information pour faire des affaires, mais de l'ordre de 1300 affaires, dont 460 dossiers transmis à l'autorité judiciaire pour un panel d'infractions qu'il ne faut pas fantasmer, hein. On a depuis l'abus de faiblesse très basique, si tant est qu'il soit basique, mais enfin la victime de l'abus de faiblesse, elle ne trouve pas ça basique du tout quand le petit vieux se fait piquer l'ensemble de sa pension de retraite par son aide ménagère, il ne trouve pas ça basique du tout, jusqu'aux effectivement des affaires beaucoup plus sensibles et internationales. Voilà, pour le reste des chiffres, alors si quelques chiffres, Tracfin c'est un peu plus d'une centaine d'agents actuellement. Là aussi, je fais partie des privilégiés du contexte budgétaire, puisque nous avons accru nos effectifs de l'ordre de 30 à 40% là aussi, et nous continuons à les accroître d'ailleurs, ce qui n'est pas gagné dans le système actuel. Alors je précise quand même qu'il ne faut pas fantasmer sur Tracfin. Tracfin ce n'est qu'un service d'analyse documentaire. Nous ne faisons aucune enquête de terrain. Ça, c'est vraiment le travail de la police. Nous, on va récupérer les déclarations de soupçons et les autres informations que nous avons, on va essayer de les comprendre, de les analyser, on va travailler sur des bases ouvertes ou sur des fichiers fermés, sur des droits de communication. En revanche, on ne va pas mettre de fausses moustaches, on ne va pas faire de filature, on ne va pas faire de perquisition, on ne va pas faire d'audition non plus, ce qui peut conduire à des difficultés, mais c'est très bien. Moi, je ne revendique aucunement ce droit-là, au contraire. Nous, on est vraiment un organisme de filtrage et de levée de doutes. On reçoit des doutes, et notre rôle est de trier le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Je ne sais pas très bien où est le bon grain et où est l'ivraie dans notre cas. Voilà, voilà quelques mots sur les chiffres. Bon, sur les affaires en tant que telles, vous me pardonnerez, mais pour des raisons assez évidentes, étant tenu au secret professionnel, je ne peux pas parler d'affaires particulières. La seule chose que je peux dire sur les affaires, c'est que, de manière générale, les affaires sont un continuum entre une détection à l'origine, le traitement par Tracfin, le traitement par l'autorité judiciaire. Donc on a cité, par exemple, je ne sais, l'affaire UBS, peu importe, ça pourrait être UBS ou n'importe quoi. J'ai quelques éléments en tête. Une affaire peut être traitée par Tracfin, peut ne pas être traitée par l'autorité judiciaire, on en a évoqué une autre après, ou peut ne pas être traitée à un instant T, traitée à un instant T+1. Moi, si vous voulez, mon métier se limite, et j'y tiens pour des raisons démocratiques et républicaines, se limite à transmettre l'information à l'autorité judiciaire. Ce qu'en fait l'autorité judiciaire, je le garde pour moi. Et c'est le problème de l'autorité judiciaire. Moi, je me refuse d'interférer dans les problématiques d'opportunité des poursuites ou de fonctionnement de l'autorité judiciaire. Je suis un ancien magistrat judiciaire, je sais très bien quelles sont les contraintes de l'autorité judiciaire.
pardon pour quelques magistrats judiciaires présents, je connais aussi quelques limites, très bien, mais c'est pas mon problème. Moi, je bosse, les autres font ce qu'ils font, je suis responsable d'un maillon de la chaîne, j'ai aucune envie de porter toute la misère du monde sur mes épaules, je n'en ai ni les moyens, ni les capacités, et par ailleurs, ce serait démocratiquement un abus de pouvoir. Donc, mon métier est d'aviser l'autorité judiciaire ou d'autres autorités, ce qu'elles font de mes dossiers, j'aime autant qu'elles en fassent quelque chose, parce que ça a coûté de l'argent aux contribuables, on y a passé du temps et de l'énergie, néanmoins, ce n'est pas la responsabilité de Tracfin et ce n'est pas et les autres autorités peuvent avoir d'autres contraintes. Enfin, encore une fois, c'est toujours facile de dire il n'y a qu'à Faucon, mais pour avoir été dans des cabinets d'instruction, je sais aussi quelles sont les limites que l'on peut avoir. Donc, il faut simplement se souvenir qu'en tout cas, il peut y avoir des dossiers transmis par Tracfin qui émergent au bout de quelques années, de quelques mois. Parfois, il y en a qui sont jugés très vite, d'autres qui ne sont jamais jugés, d'autres qui sont jugés au bout de 10 ans. C'est la vie et ça renvoie au fonctionnement des autorités de police et de justice et à des choix de politique pénale qui sont des choix démocratiques, hein, par ailleurs. Hein. Après tout, il n'y a pas de si longtemps, on parlait beaucoup de dépénalisation du droit des affaires. Maintenant, là aussi, le vent a tourné. Mais enfin, après tout, c'était un choix démocratique et qui, je rappelle, le mouvement de dépénalisation du droit des affaires, je ne veux pas faire de politique facile, il faut se rappeler qu'il a été quand même engagé dans les années 97-98. Les premiers mouvements de dépénalisation et l'accent mis sur la délinquance, la lutte contre la délinquance au quotidien, ce que je comprends très bien. Encore une fois, il y a des choix démocratiques. Il y a des députés, on est là pour ça, des députés qui sont là pour voter des lois. Ensuite, on les applique. Mais il y a des premiers mouvements de politique pénale visant à donner la priorité de politique pénale à la délinquance, à la lutte contre la délinquance au quotidien, la délinquance urbaine, ça date de 97-98. Voilà, il faut simplement le rappeler. C'est pas, là aussi, les choses sont rarement aussi simples qu'on ne veut bien le croire. Voilà donc pour quelques affaires un peu générales. Après tout, puisqu'on l'a évoqué, je vais en parler. Il y a des choses qui sont dans la presse. Donc, monsieur Thérondel concerné, mais ça relèverait davantage de la troisième table ronde, était un agent de Tracfin qui a rompu son secret professionnel et qui a indiqué à un certain nombre de médias des éléments sur une affaire instruite au sein de Tracfin. Je l'ai fichu dehors, je le dis très clairement, et je recommencerai, si c'est le cas à dire, et on a engagé des poursuites pénales à son encontre, parce qu'il y a des obligations de secret professionnel. Je suis tout à fait partisan, dans une certaine limite, des lanceurs d'alerte, mais la transparence absolue, y compris médiatique, a énormément d'inconvénients. Je ne suis pas sûr que vous accepteriez que votre médecin soit un lanceur d'alerte sur l'ensemble des maladies qu'on peut avoir, ni que l'avocat soit un lanceur d'alerte de ce qu'on dit. Nous avons, à Tracfin, des obligations de secret professionnel. Un agent a violé ses obligations, d'autant plus stupidement d'ailleurs que c'était un dossier qui était déjà dans la presse. C'est un peu le paradoxe d'un lanceur d'alerte qui donnait une alerte sur un dossier qui faisait la une de la presse la semaine d'avant. Donc ça m'a toujours un peu laissé perplexe. Mais ce type de violation du secret professionnel, pour moi, ne relève aucunement du lanceur d'alerte, mais relève de la faute disciplinaire et pénale. Je l'ai fichu dehors et j'indique très clairement que s'il y avait un autre cas, il y aurait exactement les mêmes processus qui seraient mis en place. Il faut savoir, là aussi, les choses sont rarement tout blanc ou tout noir. Donc voilà ce qu'il en est. On pourra répondre à d'autres éléments après, mais les éléments sont très largement publics sur ces affaires. Donc je pense qu'on verse ce point-là à l'examen de la troisième table qui va traiter de ces questions. Alors l'autre point qu'on voulait aborder, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent au niveau international, au niveau européen. Il y a des annonces qui ont été faites, par exemple, au dernier G8 sous présidence britannique sur le besoin d'avancer sur la transparence des propriétaires et des bénéficiaires réels des sociétés et des sociétés écrans. Les pays, malheureusement, il n'y a eu aucune décision. Les pays ont été invités à faire des plans d'action nationaux en la matière. Celui de la France a été préparé très vite et du point de vue de la société civile, assez peu ambitieux, puisqu'il fait simplement la liste de ce que la France était déjà en train de faire sans annoncer de nouvelles mesures. Il y a aussi, au niveau européen, et ça rejoint une question qui était posée, la révision en cours de la directive anti-blanchiment, qui met l'accent sur la question de notamment la création
de registres publics, de trusts, sociétés et autres types de structures juridiques pour connaître les propriétaires réels. Est-ce que c'est des nouveaux outils, des nouvelles mesures qui permettraient d'aller vraiment plus loin pour lutter contre l'argent sale et mieux détecter parmi les clients des banques lesquels ont des pratiques illégales, ou est-ce que c'est encore insuffisant? Est-ce qu'il y a des échappatoires? Peut-être Chantal pour commencer. Alors, cette question du caractère nocif des sociétés offshore et de toutes les autres constructions juridiques, ce constat, il a été fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, lors de la création du GAFI, le GAFI les avait identifiés comme étant responsables du développement du blanchiment de l'argent. Ça, c'est le point de départ. Il a fallu attendre un rapport qui a été publié en mai 2002 pour que soit révélée l'utilisation de montages juridiques à des fins, que ce soit de blanchiment, de corruption, de fraude fiscale transnationale. Et alors, ça s'est traduit par 2 recommandations du GAFI, recommandations 33 et 34 du GAFI sur la transparence des personnes morales et des constructions juridiques, adoptées en 2003. Et donc, dans ces recommandations, les pays étaient incités à prendre des mesures pour empêcher l'utilisation illicite. Donc on n'interdit pas, on dit vous devez prendre des mesures pour empêcher que ces personnes morales, ces constructions juridiques soient utilisées à des fins illicites. Et donc pour ce faire, il devait s'assurer que des informations pertinentes, à jour, sur les bénéficiaires effectifs, sur le contrôle des personnes morales pouvaient être obtenues et pouvaient être consultées en temps voulu par les autorités de poursuite, le cas échéant. Il y avait aussi le problème des actions au porteur. On ne les a pas interdites tout de suite, les actions au porteur. On a dit qu'il fallait s'assurer qu'elles ne soient pas utilisées à des fins dévoyées. Et puis l'Union européenne s'est emparée de la question. Elle s'est emparée de la question dans une communication, la stratégie intérieure de l'Union européenne en action, 5 étapes vers une Europe plus sûre, une communication de 2010, et dans laquelle la Commission européenne préconise de réviser la législation anti-blanchiment de l'Union européenne pour accroître, encore une fois, la transparence des personnes morales et des constructions juridiques. Le Parlement européen se saisit de la question dans une résolution qui date du 15 septembre 2011 et il estime dans cette résolution, je le cite, que la lutte contre la corruption suppose une plus grande transparence des transactions financières, en particulier celles qui impliquent les juridictions offshore au sein de l'Union européenne et ailleurs dans le monde. Donc c'était reconnaître qu'il y avait au sein de l'Union européenne des poches d'opacité qui permettaient l'utilisation que ce soit pour la corruption, le blanchiment, etc. Et donc le Parlement européen a demandé au Conseil d'agir avec la Commission pour mettre en place des accords avec ces juridictions offshore pour s'assurer que ces pays accordent l'échange d'informations sur les comptes bancaires et les transactions financières qui sont relatifs à des citoyens de l'Union européenne. Et puis, il invite la Commission à faire, et je cite, à faire de la lutte contre les sociétés écrans anonymes dans les juridictions opaques utilisées pour entretenir des flux financiers délictueux une priorité de la prochaine réforme de la directive sur le blanchiment de capitaux. Et on en arrive à la 4e directive. Entre-temps, le GAFI adopte des recommandations révisées. Alors, on a changé la numérotation. Ça devient les recommandations 24 et 25. On a étendu entre-temps le mandat du GAFI à la corruption. Donc, en 2012, eh bien, ces recommandations visent les pays qui autorisent les actionnaires, et on touche le fond du problème, les actionnaires ou administrateurs agissant pour le compte d'une autre personne morale,
Et il leur demande de prendre des mesures efficaces pour s'assurer qu'elles ne sont pas détournées à des fins criminelles. Parce qu'il faut savoir comment ça fonctionne. Une société offshore, pourquoi elle permet l'opacité? C'est parce qu'il est possible de désigner des administrateurs qui ne sont que des prête-noms, mais c'est légal, de désigner des actionnaires qui sont des prête-noms pour apparaître dans les registres légaux. Donc, il y a des registres, on tient des registres, mais qui est-ce qu'il y a dans les registres? Ce sont ces actionnaires désignés et ce sont ces directeurs désignés. Et là, on a failli arriver à quelque chose d'extraordinaire, puisque la Commission européenne rend son rapport au Parlement européen sur le fonctionnement de la troisième directive, et elle fait une préconisation essentielle. La Commission propose d'adopter dans un instrument juridique du droit des sociétés des mesures visant à promouvoir la transparence des personnes morales et des constructions juridiques. Elle est là la solution. C'est-à-dire que, si vous voulez, le droit, il est fondé sur des principes. En France, on ne peut pas avoir de société écran parce que la définition de la société elle-même consacre la transparence. Et donc ici, la Commission disait au Parlement et au Conseil, on préconise d'adopter un instrument, non pas de la lutte anti-blanchiment, un instrument du droit des sociétés. Ça voulait dire qu'on éradiquait toute possibilité de constituer des sociétés en inscrivant ce principe de transparence. Eh bien, que s'est-il passé? Cette solution n'a pas été retenue. La proposition qui finalement a été retenue par la Commission, mais ça c'est à la suite du lobbying, et notamment de nos amis du Royaume-Uni, qui sans société offshore ne pourraient pas continuer à faire fonctionner la City. Encore une fois, j'y reviens, mais c'est le fond du problème. Et donc, la proposition de directive prévoit l'obligation pour les personnes morales de détenir des informations sur leurs propres bénéficiaires effectifs, et de les mettre à la disposition des autorités compétentes et des autorités soumises à obligation, et une disposition similaire pour les fiduciaires, les trusts. Alors, quelle est la portée? C'est là qu'il faut voir maintenant, puisque pour répondre à la question, mais c'est important de retracer pour bien comprendre les choses. Quelle est la portée, finalement, des amendements qui ont été proposés par les commissions, cette fois-ci du Parlement? Le Parlement européen, suite à la proposition de la Commission, mais qui avait été, vous avez vu, transformé parce que les lobbies étaient intervenus avant. Donc, le Parlement européen réagit quand même et demande de prévoir que le manquement à l'obligation de constituer le registre national fasse l'objet de sanctions, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on crée une obligation et on ne la sanctionne pas. Donc là, le Parlement dit, bon, si déjà vous créez une obligation de manquement à l'obligation de renseigner le registre national, il faut que cette obligation soit sanctionnée. Et d'autre part, que les informations qui devront être collectées dans les registres soient définies par la directive. Parce que là encore, on dit aux États membres, créer des registres, mais on ne leur dit pas quoi mettre dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que chacun y mettra ce qu'il veut, y compris le nom des prête-noms, des administrateurs désignés et des actionnaires désignés. Et alors, moi, ce que je voudrais à ce stade, c'est faire remarquer, alors ça a été présenté comme étant la fin, ça y est, il n'y a plus de société offshore, on a réussi, etc. Malheureusement, je crois qu'il est inexact de prétendre que la constitution des registres dans le cadre de la directive blanchiment permettra, parce que ça c'est aussi un argument qui a été soulevé, en disant que ça allait permettre de lutter contre la fraude fiscale. On a déclaré également que le résultat du vote, le vote au Parlement européen, était synonyme de progrès dans la lutte contre l'évasion fiscale, que la création d'un registre européen des bénéficiaires effectifs aidera à lever le voile sur la confidentialité des comptes offshore et à lutter contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale
flagrante. Voilà, ça ce sont les termes du communiqué de presse émanant de ces commissions du Parlement européen. Pourquoi c'est faux ?